Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans une époque de contraste absolu. D'un côté, on a ce zénith artistique, une lumière littéralement sans pareille dans l'Ouest mythique. Et de l'autre, un monde endormi, plongé dans une pénombre juste éclairée par les étoiles à l'Est. Ce qui est fascinant, c'est d'observer comment l'apogée même de la création a pu paver la voie à la pire des trahisons. Cette citation du Silmarillion, elle pose parfaitement le décor, n'est-ce pas? Elle illustre brillamment la majesté pure de cette ère. On parle vraiment de la maturité absolue pour les Eldar vivant en amont, sous la protection des Valar. C'est une période bénie. L'esprit et le corps des elfes y atteignent leur summum. Une paix qui semblait inébranlable, rythmée uniquement par la perfection de leurs œuvres et de leur savoir. Et c'est là qu'on arrive à la question centrale de notre exploration d'aujourd'hui. Comment une ère d'une telle paix, d'une telle maîtrise, a-t-elle pu s'effondrer de l'intérieur? Quand une civilisation atteint un tel niveau d'harmonie, d'où peut bien venir la fracture? Pour capter ce basculement, il faut d'abord poser le décor spatial, la géographie même de cette mythologie. Et ce décor repose sur une dualité saisissante. À l'ouest, en Aman, c'est l'éblouissement perpétuel, la lumière divine en continu. À l'est, en revanche, la terre du milieu repose, totalement silencieuse, plongée dans ce qu'on appelle le sommeil de Yavanna. Les seules lueurs là-bas, ce sont les étoiles lointaines, forgées par Varda. Un contraste vraiment frappant. D'un côté la clarté absolue, de l'autre une obscurité latente, pleine de mystères. La source de cette clarté à l'ouest, ce sont bien sûr les deux arbres de Valinor, Telperion l'argenté et Lorélin le doré. Leurs descriptions dans les textes sont d'une beauté presque irréelle. Et le plus fou, c'est que la floraison de ces arbres ne faisait pas que fournir la lumière du monde, elle en mesurait le temps. Leur cycle alterné de 7 heures structurait carrément les journées des Valar. C'est la lumière incarnée comme une force littéralement vivante. Baignées par cette lumière, les cités bâties par les elfes atteignent un niveau de splendeur sans égal, de pures merveilles architecturales. On a Tirion sur la colline de Tuna, avec ses terrasses immaculées et sa tour Minden Eldalieva, dont la lampe d'argent perçait les brumes. Et plus loin, Alcolondé, le port des cygnes des Téléries. Là, on parle de navires sculptés en forme de cygne avec des becs d'or et de demeures taillées dans la perle pure. L'esthétique est à son apogée absolu. Sur le plan intellectuel, c'est tout aussi bouillonnant. Les Noldor, qui ont une soif inextinguible de savoir, se hissent à des sommets incroyables sous la tutelle du Vala Eulé, le maître artisan. L'innovation tourne à plein régime. Rumil invente d'abord les premières lettres écrites, une vraie révolution. Puis Fëanor entre en scène. Non seulement il perfectionne cet alphabet, mais il découvre comment forger des gemmes qui captent l'essence même de la lumière. On frôle le génie pur, mais on sent déjà poindre une forme d'obsession. Alors, pendant que le royaume béni vit cette explosion créative étincelante, que se passait-il au-delà des mers? Faisons un petit saut de l'autre côté de l'océan, loin de la lumière ardente des arbres, dans les terres ombrageuses de la terre du milieu. Eh bien, même dans cette immensité endormie plongée dans le sommeil de Yavanna, la vie trouvait son chemin sous les étoiles de Varda. C'est là que se dresse le royaume caché de Doriath, dirigé par le roi elfe Singol et la Maya Melian. Et grâce aux puissants enchantements de Melian, ce territoire prospère en secret. Ça devient une enclave de beauté et de sagesse au beau milieu d'une région complètement sauvage. Ce qui nous amène à un tout autre type de création. Loin de la délicatesse cristalline de Valinor, on découvre ici un savoir-faire monumental. Une alliance historique, vraiment unique, voit le jour entre les elfes Sindar et les nains des grandes cités de Nogrod et Belegost. L'esthétique elfique, mariée à la force brute de la pierre naine, le résultat est une véritable prouesse souterraine. Le fruit de cette alliance, c'est Menegroth, les fameuses 1000 cavernes. C'est sans doute la demeure royale la plus époustouflante à l'est de la mer. On peut facilement imaginer la scène. Des piliers sculptés pour ressembler aux immenses êtres du Vala Oromé, des lanternes d'or pour repousser les ténèbres, des fontaines d'argent, et sur les murs, des tapisseries prophétiques tissées par Melian. C'est un écho majestueux, façonné à même la roche, des merveilles inaccessibles de Valinor. Mais retournons un instant à l'ouest, au cœur d'Aman, pour contempler le sommet absolu de l'artisanat elfique, les Silmarils. Le point crucial à retenir ici, c'est que ces 3 joyaux créés par Fëanor n'étaient pas de simples pierres précieuses, pas du tout. Fëanor a accompli l'impossible. Il a capturé la lumière vivante, pure et mélangée des 2 arbres, pour la sceller dans un cristal indestructible. C'est littéralement la plus grande œuvre de toute l'histoire elfique, rien de moins. Et c'est précisément là que tout bascule.
Après 3 âges entiers de captivité, Melkor, la menace suprême de ce monde, est libéré. Les Valar croient à son repentir. Grosse erreur. Dès qu'il pose les œufs sur l'éclat des Silmarils, la convoitise lui dévore l'esprit. Caché derrière un masque de fausse bienveillance, il commence méthodiquement, patiemment, à planifier la chute de ceux qui baignent dans cette lumière qu'il désire tant. Cette ligne tirée de l'œuvre source se tape en plein dans le mille. Elle montre la mécanique glaçante de Melkor. Son arme, ce n'est pas la force brute, c'est la guerre psychologique. Il distille le doute, lentement. Ses mensonges viennent flatter l'orgueil grandissant des Noldor, et sa paranoïa toxique commence à empoisonner cet âge d'or de l'intérieur, comme un véritable virus. La chronologie de cette chute est tristement parfaite. D'abord, Melkor glisse à l'oreille de Fëanor que son demi-frère Fingolfin complote pour usurper sa place. La conséquence directe ? Pour la toute première fois en amont, les elfes se mettent à forger des armes en secret. Des épées, des haches, des boucliers. La tension monte en flèche, la méfiance devient hors de contrôle, et ça aboutit au bannissement pur et simple de Fëanor, qui quitte la beauté de Tirion pour l'exil. En exil, Fëanor bâtit la sinistre forteresse de Formenos. Visuellement et symboliquement, c'est d'une rupture totale. Adieu la blancheur immaculée de Tirion, on passe à une place forte austère, bourrée d'armes. Rongé par l'avidité et une suspicion totalement maladive, Fëanor va y enfermer les Silmarils dans une chambre de fer. La lumière, qui était autrefois partagée par tous, est maintenant séquestrée. C'est le bruit sourd des verrous qui clôture cette ère de béatitude. Ce qui nous laisse avec une vraie réflexion de fond pour clore cette analyse. Quand la perfection engendre un tel niveau d'orgueil, un âge d'or peut-il survivre ? L'obsession pour ses créations a transformé les plus grands esprits en proie facile pour la manipulation, préparant le terrain pour une tragédie monumentale. Alors, que se passera-t-il quand les ténèbres viendront frapper aux portes de Formenos pour réclamer cette lumière ? Une chose est absolument certaine, la beauté du monde ne sera plus jamais la même. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du mythe. La quête pour décrypter ces légendes ne fait que commencer.